J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Aujourd'hui, je crois que vous revenez sur le traitement médiatique de l'énième attentat survenu à Paris ce week-end. Voilà. C'est des raisons de plus croire. Voilà, alors on change un petit peu d'ambiance. Oui, Liselotte, nous pleurons encore une victime d'attentat sur notre sol. Mais avant d'aborder ce sujet grave, je voulais commencer par rendre hommage à une femme que nous avons souvent reçue ici à cette antenne. Michèle Rivasi était une eurodéputée écologiste qui était réputée pour ses prises de position tranchées et sa ténacité que beaucoup reconnaissaient. Et malgré les nombreux désaccords, j'admets volontiers qu'elle était de celles qui défendaient le plus nos libertés fondamentales, surtout pendant la crise sanitaire. Pour illustrer son courage, voici l'une de ses dernières interventions au Parlement européen, où il était question de la mise en place des certificats Covid numériques. J'ai été très surprise quand j'ai vu notre commissaire sur la santé, Mme Kyriakides, aller avec M. Tedros, directeur de l'OMS, signer un accord sur les certificats Covid numériques en disant on a fait nos certificats européens, on les donne à l'OMS pour que ça soit une référence internationale. Mais sur quelle base? Sur quelle base légale elle fait ça? Sur quelle base régionale elle peut faire ça? Sur quelle base nationale elle peut faire ça? Alors j'ai regardé ce que disent les États. Et je me suis aperçu que les Allemands, les Français, les Bulgares, les Autrichiens, ils posent exactement la même question. Sur quelle référence la commissaire de la santé peut dire à l'OMS, vous prenez le certificat numérique comme référence d'un point de vue international. Pourquoi c'est problématique? Parce que est-ce que ça va toucher une nouvelle pandémie? Est-ce que ça va toucher la polio, les autres vaccins? En quoi on aura des garanties que ce ne soit pas une surveillance internationale? Quelle garantie on aura sur la traçabilité des données? Alors, c'est le certificat numérique mondial donné par l'Europe pour surveiller l'ensemble du monde? Mais qu'est-ce que c'est? Quelle garantie on a? Quelles conditions on a? De quel droit elle peut faire ça? Donc merci à Madame Rivasi pour ses combats nobles et d'intérêt public, mais triste de voir que si peu de médias lui ont rendu un hommage à la hauteur de ce qu'elle représentait. D'ailleurs, en parlant d'hommage, il y a donc une nouvelle famille qui est en deuil depuis samedi dernier. Oui, encore un mort, encore une famille touchée, encore un terroriste qui n'aurait pas dû être en liberté. Mais heureusement pour nous, nous savons rendre hommage. Nous posons des fleurs, nous tweetons plus jamais ça. Il nous arrive aussi d'acheter de jolis nounours pour les poser sur les lieux de l'attaque. Il nous arrive également de chanter de petites chansons pour rendre hommage aux victimes et conjurer ce sort islamiste qui s'abat sur la France. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Donc voilà comment la France a organisé en juin dernier un hommage aux victimes d'un tueur qui s'en prenait aux enfants dans leurs poussettes sans aucune pitié. Ne croyez donc pas à une quelconque amélioration de ce point de vue-là. Et côté média, les commentateurs habituels commentent, analysent, décryptent sans avoir d'éléments probants et édulcorent parfois la réalité sous un vernis idéologique des plus méprisables. Et parfois, certaines paroles auraient mieux fait de ne jamais sortir, comme dimanche dernier sur CNews où une ancienne porte-parole du ministère de la Défense a fait une remarque assez gênante, il faut bien le dire, sur l'aspect physique du terroriste de Paris, ce qui a légèrement énervé le présentateur qui n'a pas hésité à la recadrer en direct. De toute façon, quand on voit cette tête-là, on ne devrait pas pouvoir avoir des barbes pareilles. C'est pas super. Ah non, mais ça, Valérie Lecable, franchement, c'est pas sérieux. Non, mais ça me fait pas rire du tout, en fait. Non, vraiment, je vous le dis drôle, mais je vous le dis très clairement. Ouais, mais bon. Ça n'a aucun intérêt de dire, et je vous le dis en toute honnêteté, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Je pense que la situation aujourd'hui est tellement grave
que ça ne nous permet pas d'avoir ce type de propos. Donc je me permets de retirer ce que vous avez dit. Je sais qu'il peut y avoir aussi, c'est pas facile de prendre la parole autour d'un plateau où vous êtes exposé, mais évitons ce type de propos. Et souvenez-vous aussi que quelques heures avant le drame, le discours et l'obsession des médias tournaient autour du danger fantasmé des milices d'extrême droite qui descendaient dans nos rues pour crier sa colère. Comme vendredi dernier à la Sorbonne où l'on a pu entendre Liselotte Dutreuil appeler à plus de justice et dénoncer les propos de certains journalistes, l'horreur quasiment la liberté d'expression. Mais heureusement, certains journalistes avaient bien compris que l'on ne pouvait pas mettre dos à dos l'islamisme et la giga ultra-droite qui, bien sûr, ne représentent pas la même menace. Dominique, avant votre parti pris qui est sur une thématique très importante aussi. Non mais évidemment, on attend que tous les partis, et notamment ceux d'extrême droite, condamnent. Ce ne sont pas des oseux, ce sont des gens violents. Mais j'ai un petit point de nuance quand même avec Arlette. La vraie menace, ça reste quand même en France le terrorisme, la violence gratuite, la sauvagerie, qui cause de vrais décès. Et l'équivalence qui est parfois faite, notamment par le gouvernement, son fameux « en même temps », renvoyant dos à dos les uns, me paraît un petit peu une ficelle un peu grosse. Aujourd'hui, il me semble quand même que ce qui cause des morts en France depuis des années, c'est le terrorisme, notamment islamiste. Et puis, certains éditorialistes comme Vincent Hervouette n'hésitent pas à dénoncer l'incompétence du ministre de l'Intérieur et la faiblesse totale de l'État pour nous protéger et qui compense son incurie par une communication bas de gamme et inutile. Là, Gérald Darmanin utilise des mots... il dit n'importe quoi. Très sincèrement, c'est tellement choquant d'entendre le ministre de l'Intérieur parler de guerre civile. Il ne sait pas de quoi il parle. Non, parce qu'il a serré quelques manifestants qui n'avaient ni couteau ni kalachnikov au demeurant. Il pense qu'on a échappé à la guerre civile ou à un dérapage. Mais c'est la preuve de la débilité de l'État. L'État n'est capable que de condamner... Pardon. Je trouve que l'État est faible. La débilité, j'enlève ce mot. Je pense que l'État est faible. Je pense que l'État est incapable de régler des problèmes de sécurité qui sont évidents, qu'il est incapable de relever un certain nombre de défis qui sont aux yeux de tout le monde, et que la France se regarde dans le miroir, ne se reconnaît pas et ne s'aime pas. Et puis il y a les autres journalistes, ceux qui, au mépris des faits, vont jusqu'à inverser les rôles et désigner les victimes comme étant un peu coupables. Tout le monde se souvient de l'édito de Patrick Cohen qui avait légitimement choqué la France entière après le massacre de Crépol qui avait conduit au décès du jeune Thomas. Un édito partial, sans nuance et surtout une honte quand on se met à la place des parents de la victime. Et pour étayer mon propos, je me suis penché sur un autre édito qu'avait fait Patrick Cohen quelques jours après la mort du jeune Naël, qui avait provoqué des nuits d'émeutes terribles dans tout le pays. Et bizarrement, l'éditorialiste s'était montré beaucoup moins prudent sur les circonstances du drame. Oui, je reviens d'abord au point de départ. Tout est révoltant dans le drame de Nanterre. Tout ce qui a précédé la mort du jeune Naël suscite le dégoût et la colère. Les coups de crosse sur la tête et les menaces de mort assénées par les deux policiers. Ce cri, décrypté dans la vidéo et confirmé par l'un des passagers, shoot, ce tir à bout portant destiné non pas à stopper mais à tuer. Et le mensonge de la légitime défense qui visait à faire croire que la voiture et son conducteur menaçaient les fonctionnaires. Mensonge qui, hélas, aurait pu fonctionner sans cette vidéo accablante. Pire qu'une bavure, c'est un meurtre. Voilà, preuve s'il en fallait une que les journalistes ne sont jamais aussi neutres qu'ils le prétendent. Ils optent toujours pour un point de vue idéologique, comme je suis actuellement en train de le faire avec vous. L'honnêteté serait déjà de le reconnaître avant d'y commenter une actualité de plus en plus dramatique, sous couvert d'objectivité, qui n'existe tout simplement pas. À bon entendeur. Merci Louis Rigaudière. Vous me faites plaisir parce que c'est un sujet que j'aime bien. Ah oui. Je pense que vous l'avez compris. Avec un petit hommage personnel pour vous. Et c'est très gentil, j'apprécie. Oui, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'après ce discours, j'ai été largement accusée d'antisémitisme. Alors, je n'imaginais même pas que Patrick Cohen l'était. Franck m'expliquait qu'apparemment, c'était... Enfin, voilà. Mais bon, vous savez, il y a 2 barbus dans l'équipe de ligne droite aussi. Hein, alors... Voilà, donc écoutez... Louis, vous en faites partie. Je parlais de son travail, en tout cas, je jugeais son travail, et puis on l'a ramené à son identité prétendument juive, voilà. À voir de quel côté le problème finalement. Non, il y a certains journalistes qu'il vaut mieux pas toucher, hein. C'est vrai que c'est compliqué et Patrick Cohen en fait partie malheureusement. Et puis, mais il faut quand même le faire parce qu'il y a des contradictions parfois qui sont assez évidentes. Hein. Moi, voilà, je me suis replongé dans l'édito de l'affaire Naël. C'est vraiment, quand on le compare avec celui de Crépol, c'est assez... C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et on peut faire la même chose avec Routel Krief qui maintenant voilà, se prend évidemment des critiques un petit peu dans tous les sens, mais en même temps
temps, il y a une espèce de muraille confraternelle entre journalistes qui évidemment fait un petit peu peur quand on essaye, quand on ose un petit peu critiquer son travail. Moi, je l'ai fait plein de fois dans mes chroniques et je continuerai à le faire parce que c'est important de le faire parce qu'il y a des choses critiquables. Mais visiblement, c'est de plus en plus compliqué en ce moment. Alors, Marie Falicon, j'ai vu que vous aviez pris plein de notes. Je pense que vous avez beaucoup à nous dire. Non, mais sur ce décalage de réaction, je trouve ça effectivement très important d'en parler. Lorsqu'on répond aux attaques barbaresques qu'on subit sur notre sol, lorsqu'on arrête d'agiter des fleurs et de faire des marches blanches, eh bien, on finit harcelé ou accusé d'antisémitisme, comme vous venez de le dire, Liselotte, pour votre cas, après avoir seulement pris la parole au Panthéon, ou on finit en garde à vue, ou carrément incarcéré, comme c'est le cas des nationalistes dont vous avez parlé dans votre chronique tout à l'heure, Louis. Donc je lisais encore ça hier sur Twitter, le témoignage d'un jeune Thibault Lebrac, voilà, que je ne connaissais pas du tout, un jeune parmi d'autres. Il avait collé des affiches Justice pour Thomas. C'est ça, il n'appartenait à aucun mouvement, je tiens à le dire, c'est quand même important, il n'était pas dans un mouvement nationaliste particulier. Oui, c'était il a trouvé un modèle basique d'affiche en hommage à Thomas sur les réseaux sociaux. Il a voulu, comme beaucoup d'autres, lui rendre hommage. Il a imprimé, organisé un collage avec ces images pour Thomas. 2 jours de garde à vue. Voilà, 2 jours pour ça. Le motif de son arrestation et de son incarcération, de la garde à vue, il appellerait soi-disant à la haine. Donc voilà, il y a marqué justice pour Thomas tué par des barbares. D'accord. Bon, on est toujours dans ce 2 poids 2 mesures. Oui, non, mais il a fait un long fil Twitter qui raconte son périple judiciaire qui est vraiment scandaleux. C'est extraordinairement sévère. Hein. Là, pour le coup, une justice expéditive et extrêmement rapide. On en rêverait pour certaines autres affaires, mais évidemment, là, pour ce cas-là, c'est un petit peu plus complexe parce que, évidemment, les policiers l'ont pris pour un membre des nationalistes, etc. Un leader d'extrême droite. Et qu'il n'était pas finalement. Et c'est vrai que ça pose question. Du coup, on n'a pas tellement envie de militer pour certaines causes qui, justement, méritent un petit peu plus de lumière. Donc, c'est un petit peu, c'est compliqué là-dessus. Maintenant, les frontières bougent quand même un petit peu parce que moi, je repense souvent un des derniers reportages de Vincent Lapierre dans lequel on voit justement des gens parfaitement lambda qui sont pas spécialement militants, pas spécialement engagés politiquement et qui en arrivent justement à prendre des positions très tranchées sur la question, à dénoncer les mensonges des médias, à dénoncer un État qu'ils considèrent comme lâche et qui les a abandonnés. Et donc, j'ai l'impression que malgré tout, les frontières bougent un petit peu. Non, c'est vrai. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'objectivité des médias. Évidemment qu'être objectif est très difficile dans le monde du journalisme, mais c'est surtout ce qui est embêtant, parce que les éditos sont généralement des partis pris, donc c'est normal qu'on ait une opinion. Après, la différence avec Radio Courtoisie, c'est qu'elle affiche clairement la couleur en disant toutes les droites, tous les talents. Donc ici, vous êtes sur un média de droite, donc il y aura des propos engagés pour la droite et ainsi de suite. Alors que sur ces autres médias, pour la plupart, qui sont des chaînes d'information, des chaînes en continu, ils donnent le sentiment d'être pour le coup neutre. Ils n'affichent pas leur couleur, même si on sait un petit peu en fonction de qui la possède. En plus de ça, ils sont subventionnés pour la plupart. Oui. En plus, subventionnés, mais neutres, ils ne le sont pas. Non, bien sûr qu'ils ne sont pas. Pourquoi on va, par exemple, même dans un flash info, dans un bulletin d'actualité, pourquoi on va mettre en valeur une information plutôt qu'une autre ? Rien que ça, déjà, c'est de la subjectivité, c'est une manière de traiter l'information. On avait vu qu'on nous parlait d'une rixe pour Thomas. Oui, exactement. Les mots qu'on emploie quand on va faire un micro-trottoir, pourquoi on va interroger telle personne, pourquoi on va à la guerre de montage et supprimer l'autre, c'est une certaine manipulation, entre guillemets, pour ensuite traiter une information sous un vernis idéologique, qu'on le veuille ou non. Mais quelle que soit la radio, mais c'est bien un petit peu de le reconnaître et de ne pas faire comme si on était neutre alors que c'est faux. Et que chacun donne ses opinions et que chacun se fasse la sienne ensuite en écoutant. C'est ça. Voilà. Marie Falicon, un dernier mot. Oui, un dernier mot sur l'attaque de Paris ce samedi. On peut quand même se féliciter du consensus des Français sur la question. Notamment hier, il y avait Marion Maréchal qui était sur Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Et à la question, faut-il l'arrestation et la détention des fichiers S islamistes ? 90% des sondés sur Twitter, en l'occurrence, étaient évidemment d'accord avec elle. Voilà, plus de 90%. Bon, c'est le consensus qu'on retrouve Merci à tous pour cette zone libre. Merci à Louis Rigaudière de nous ouvrir les yeux sur les mensonges des médias. Je vous en prie. Et puis à demain.